Connaître ou faire connaître une science occulte, est-ce dangereux? Dit-on d'ailleurs plutôt science occulte ou science de l'occulte? Alors il s'agit d'un domaine très vaste. Dans le cadre d'une vidéo relativement courte, je ne vais pas pouvoir développer toutes ces questions complexes et vastes. Je vais me concentrer sur certains aspects qui sont tout de même très fondamentaux. D'abord, distinguons bien science de l'occulte et science occulte. Une science de l'occulte est une science qui vise à connaître ce qui est occulte, c'est-à-dire ce qui, généralement, n'est pas accessible directement ou aussi directement à la conscience ordinaire de l'être humain. Il s'agit donc de désocculter ce qui est habituellement plus difficilement accessible, de le rendre accessible, de le clarifier, de l'amener en plein jour en fait. Tandis qu'une science occulte, une science qualifiée d'occulte est une science qui est cachée pour diverses raisons, qui est cachée volontairement. Et donc déjà, lorsqu'on lit ces termes science de l'occulte ou science occulte, il faut faire là déjà une distinction très importante. Remarquons que c'est une distinction qui n'est pas toujours faite par une série de personnalités qui sont plus ou moins des adversaires d'une science de l'occulte parce qu'elles confondent cela avec une science occulte. Et nous voyons tout de suite d'ailleurs que la science de l'esprit de Rudolf Steiner, elle a comme objectif de désocculter ce qui est occulte. C'est une science notamment de l'occulte, puisqu'elle vise à permettre l'accès, bien que ce soit un accès exigeant, il faut faire un travail d'étude permanent, long, un travail de recherche, elle vise à rendre accessible un certain nombre de connaissances qui, sinon, seraient demeurées occultes précisément. Et ça se voit notamment à travers les très nombreuses publications et exposés réalisés par Rudolf Steiner qui aujourd'hui représentent un peu plus de 360 ouvrages. On est vraiment donc dans une science de l'occulte à proprement parler et non pas dans une science occulte. D'ailleurs à ce sujet, on trouvera aussi étonnant de constater un certain nombre de traductions de Geistwissenschaft. Geistwissenschaft, quand c'est traduit littéralement, ça signifie la science de l'esprit, la science qui concerne l'esprit. Et donc, là encore, il s'agit non pas d'une science qui serait spirituelle. Qu'est-ce que ça voudrait dire, une science spirituelle? Or, c'est très souvent comme ça que c'est traduit dans des ouvrages qui portent sur l'anthroposophie, mais une science au sujet de l'esprit. C'est pareil pour Naturwissenschaft. Naturwissenschaft, eh bien, en langue française, on dit science naturelle. On devrait dire science qui concerne la nature, science qui a pour objet la nature, et non pas une science qui serait naturelle. La science n'est pas naturelle dans le sens où ce ne sont pas les êtres de la nature, les arbres, les forêts, l'océan, les animaux qui produisent la science. Ce sont les êtres humains qui produisent la science. Donc on devrait, si on allait jusqu'au bout d'une forme d'expression correcte, parler de science de la nature et non pas de science naturelle. Et c'est donc avec cette idée à l'esprit qu'il apporte, lorsqu'on lit des livres de Rudolf Steiner ou des conférences, de faire toujours une espèce de traduction interne, de se souvenir et de faire émerger cela à la conscience. Quand je lis science spirituelle, en fait, je dois comprendre une science qui concerne l'esprit. Et c'est certainement le cas pour la science de l'occulte en question. Alors, j'ai déjà évoqué que Rudolf Steiner est certainement celui qui a, à l'heure actuelle, le plus désocculté l'occulte, qui l'a rendu le plus exotérique dans un certain sens, qui, de ce qui était ésotérique, éso, ça signifie qui est à l'intérieur, qui est justement caché, l'a exotérisé, si je puis utiliser ce terme. Il peut néanmoins y avoir des obstacles, des difficultés qui sont telles que quelqu'un, et chacun et chacune d'entre nous, dans le fond, décide de ne
pas communiquer certaines connaissances. Et cela vaut aussi pour le domaine des connaissances scientifiques ordinaires, pas seulement pour la sphère qui concerne la science de l'esprit ou la science de l'occulte. Par exemple, si je suis un connaisseur dans le domaine de la physique ou de la chimie, il se peut que je ne communique pas de telles connaissances simplement parce que personne ne s'y intéresse dans mon entourage. Donc, voilà déjà une raison pour laquelle il se peut que Rudolf Steiner ou d'autres ne communiquent pas des connaissances au sujet de sphères qui concernent l'occulte, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intérêt, pas de demande à ce sujet. C'est valable aussi pour la science de l'occulte, et pas seulement pour les sciences profanes. Autre raison, c'est qu'un chercheur peut décider de ne pas communiquer un contenu parce qu'il n'est pas déjà arrivé à une maturité suffisante dans sa recherche. Il n'a pas déjà des éléments qui sont suffisamment pertinents ou suffisamment clairs que pour être communicables au public, ou lui-même estime que sa maturité n'est pas déjà suffisante. On verra aussi plus d'une fois Rudolf Steiner exprimer qu'il y a des contenus qu'il n'a pas déjà communiqués parce qu'il n'était pas déjà arrivé à certains stades de maturité ou de clarification au sujet de recherches qui prennent parfois des mois, voire des années en réalité. Et puis un autre élément peut intervenir encore, c'est simplement le degré de maturité des personnes susceptibles de recevoir une communication. Pensons par exemple au fait que nous ne communiquons pas à de jeunes enfants ou à des adolescents certains contenus de connaissances, par exemple parce que nous savons que ces contenus de connaissances leur sont simplement inaccessibles, ils n'ont pas la maturité pour ce faire, ne serait-ce qu'une maturité sur le plan intellectuel ou une capacité conceptuelle. De même, on ne va pas aborder des domaines qui relèvent des mathématiques supérieures, par exemple le calcul intégral, avec des personnes qui n'ont pas déjà, au préalable, étudié l'arithmétique. Et encore moins s'il s'agit de personnes qui n'ont pas déjà étudié le calcul, la lecture, l'écriture élémentaire. Un certain nombre de conditions doivent être réunies pour pouvoir faire certaines communications, des conditions qui concernent donc le développement des représentations, des capacités cognitives, de la maturité, notamment intellectuelle, mais pas seulement, des personnes à qui on s'adresse. Et cela, forcément, est valable aussi pour la science de l'esprit d'orientation anthroposophique. C'est exactement pour cette raison-là que certains contenus n'étaient communiqués qu'à des personnalités qui avaient déjà suivi des cycles de conférences, qui avaient déjà fait un certain nombre de lectures. Ça va de soi, sinon on comprend tout de travers. Et puis il y a l'élément de la moralité qui va intervenir aussi, et peut-être tout particulièrement spécifiquement dès qu'il est question de sciences de l'occulte, car dans cette sphère qui concerne des connaissances des mondes supérieurs, il est plus que fréquent que ceux et celles qui s'efforcent d'étudier ces domaines, lorsqu'ils le font, eh bien, produisent des situations plus ou moins calamiteuses. Des déformations grossières, des mélanges avec leurs propres opinions arbitraires, voire, et ça c'est encore plus grave, ça concerne sans doute une toute petite minorité, l'usage, l'instrumentalisation de ces connaissances pour obtenir un pouvoir ou que sais-je sur d'autres êtres humains. Voilà encore une raison supplémentaire qui pourrait amener certains détenteurs de connaissances à manifester une certaine retenue. Mais nous voyons à travers les différents exemples que j'ai donnés qu'il existe donc toute une série de raisons relativement justifiées, et ça dépend de l'intention fondamentale en fait, de ne pas communiquer nécessairement, toujours ouvertement, tout contenu de connaissances, qu'il s'agisse d'ailleurs de connaissances scientifiques profanes, entre guillemets, ou de connaissances qui relèvent de la science de l'occulte. A fortiori s'il s'agit de la science de l'occulte, parce que le risque de dérive peut être d'autant plus important. Autre exemple, pensons à des personnes qui, pour une raison ou une autre, momentanément ou durablement,
peuvent être fragiles psychiquement. Si des personnes sont enclines, ceci est un exemple, à des délires mystiques, ça peut être particulièrement dangereux de leur communiquer des connaissances qui concernent des réalités suprasensibles, des mondes supérieurs, parce que ça peut simplement contribuer à enclencher une décompensation, comme on dit en psychiatrie, carrément une crise de délire mystique. Ceci étant exprimé, Rudolf Steiner est sans doute, et très certainement même, en réalité, le chercheur qui a dévoilé, qui a rendu public de manière la plus vaste existante actuellement des contenus de connaissances relatifs à des phénomènes occultes, à des mondes spirituels supérieurs dans lesquels nous baignons en réalité en permanence. Et cela a d'ailleurs été une source de difficultés aussi pour lui, puisque dans les cercles qui cultivent des connaissances relatives au monde supérieur, des connaissances relatives à l'occulte précisément, il existe de longue date d'ailleurs des positionnements qui sont diamétralement opposés à ceux de Rudolf Steiner. En d'autres termes, il existe des cercles qui cultivent des connaissances au sujet de l'occulte et qui décident de ne pas rendre accessibles au public ces connaissances occultes ou encore de les rendre accessibles sous des formes qui leur permettent d'obtenir une certaine instrumentalisation, d'atteindre certaines fins particulières. Alors, certes, ça peut aller de fins, disons, très orientées vers des objectifs politiques, par exemple, comme ça peut être des fins de domination visant à obtenir de l'argent, des faveurs sexuelles ou que sais-je. Il existe toute une série de situations tout à fait particulières. Dans ces cas-là, on peut constater, en tous les cas, que le savoir, la connaissance occulte est soit instrumentalisée pour atteindre ses fins, soit elle est tout simplement non communiquée, notamment pour les raisons que j'ai exprimées tout à l'heure, puisque ces communications peuvent produire des situations relativement calamiteuses. Une telle situation, d'ailleurs entre tenants d'un exposé public de ces connaissances occultes, ou au contraire tenant d'une rétention de ces connaissances, de telles situations d'opposition, de conflits extrêmement virulents se sont tenues notamment au XIXe siècle. Et il existe un livre de Rudolf Steiner dont je n'ai plus le titre ici sous les mains. Voilà, ça me revient à l'esprit, ça s'appelle « Les dangers d'un occultisme matérialiste », un cycle de conférences plus précisément qui est extrêmement passionnant, puisque notamment dans les premières conférences de ce cycle, Rudolf Steiner expose comment est née à partir du XIXe siècle cette opposition et quelle forme elle a prise entre tenants de ceux et celles qui voulaient contenir dans certains cercles d'occultistes ces connaissances et ceux qui au contraire voulaient les exposer publiquement. Au cours du XIXe siècle, certaines personnalités qui avaient des facultés particulières qui leur permettaient de percevoir des réalités du monde suprasensibles ont été instrumentalisées par certains cercles d'occultistes pour pouvoir précisément répandre leurs propres idées en influençant ces personnalités qui avaient des facultés de perception suprasensibles particulières. Dans le cycle de conférences que j'ai cité, c'est le cas en particulier d'Elena Blavatsky. Ces choses existent encore aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il est important, je pense, de ne pas considérer que c'est une histoire passée, une histoire qui date du XIXe siècle. Aujourd'hui encore, certaines individualités qui ont des facultés de perception médiumnique ou autres sont utilisées par des cercles d'occultistes pour atteindre des fins particulières, pour les influencer, pour ainsi répandre
au sein du public certaines idées déformées au sujet du monde spirituel qui les arrangent parce que ça leur permet d'atteindre ces fins. Et c'est notamment le cas au sein de certaines loges. Je dis bien certaines loges, il ne faudrait surtout pas généraliser ici. En tous les cas, tout ceci est une invitation à non pas rejeter une science de l'occulte, mais au contraire à s'efforcer de connaître l'occulte parce que c'est par cette connaissance de l'occulte que nous pouvons développer individuellement une plus grande autonomie intérieure et ne pas simplement être des jouets de personnes qui voudraient nous manipuler ou des jouets de puissance occulte précisément. C'est par la connaissance, notamment et essentiellement, je dis notamment, mais c'est essentiellement par la connaissance que l'être humain peut développer une véritable autonomie intérieure, donc aussi par la connaissance de l'occulte, mais une connaissance fondée non pas sur des manipulations, mais issue de chercheurs qui ont comme seul objectif cette connaissance et cette liberté de l'être humain lui-même.